Le 18 février 2022, dans une zone désertique au sud du quartier d'Al-Qoudra, à environ 45 km du centre de Dubaï, des ouvriers d'une entreprise de construction ont trouvé des restes humains partiellement carbonisés. Ça s'est passé à 9 heures du matin, alors qu'ils nettoyaient un ancien chantier en béton qui servait avant comme entrepôt. À environ 40 cm de profondeur, un crâne est apparu sous le sable. Après l'arrivée de la police, une fosse a été découverte dans laquelle gisaient des fragments de squelette enveloppés dans un morceau de tissu synthétique fondu. À proximité, les enquêteurs ont trouvé du fil métallique avec des restes de tissu mou, ainsi que des fragments d'os calcinés provenant du bassin et de l'articulation de l'épaule. À part ça, il y avait un sac en plastique contenant des lambeaux de vêtements féminins et des chaussures brûlées. Une expertise médico-légale a confirmé que les restes appartenaient à une jeune femme d'origine sud-asiatique, âgée de 18 à 25 ans. Il y avait des traces de fractures consolidées au niveau du radius gauche et une fracture du lobe occipital du crâne. Grâce à une analyse ADN réalisée avec l'aide du consulat des Philippines, l'identité de la victime a été établie. Il s'agit de Rosaline Baid Lao, 19 ans, originaire de la province de Cebu, aux Philippines. Son nom est apparu pour la première fois dans la base de données des migrants en janvier 2020, lorsqu'elle a obtenu un visa de travail pour les Émirats arabes unis par l'intermédiaire d'une agence privée enregistrée à Manille. D'après une copie du contrat, Rosaline était employée comme femme de ménage dans une maison privée du quartier résidentiel d'Emirates Hills. Son employeur était un homme dont le nom n'était pas précisé dans les documents, seulement ses initiales. Le contrat prévoyait le logement, les repas, un salaire mensuel de 900 dirhams et l'interdiction de quitter les lieux sans l'autorisation écrite de l'employeur. Le dernier contact avec sa famille a été enregistré le 12 avril 2020. Après ça, Rosaline a cessé toute communication. Sa mère, qui vit à Cebu, a contacté l'agence à plusieurs reprises et s'est vue répondre que la jeune fille avait quitté son emploi de son plein gré. Plus tard, une réponse similaire a été envoyée au consulat des Philippines. En mai 2020, la famille a signalé la disparition de Rosaline. La police de Dubaï a officiellement enregistré la plainte, mais aucune enquête n'a été ouverte. La raison invoquée était qu'il n'y avait aucun signe de crime. Selon le rapport, l'employeur a déclaré que la jeune fille s'était enfuie avec un homme inconnu, peut-être philippin, et a refusé de faire d'autres commentaires. Aucune vérification de ses conditions de vie, aucun entretien avec les agents de sécurité, aucune analyse des enregistrements vidéo n'ont été effectués. Le contrat a été considéré comme résilié. Le nom de Rosaline n'apparaissait pas dans la base de données des personnes disparues. Les appels de sa famille sont restés sans réponse. 2 ans plus tard, après la découverte des restes, l'affaire a été réenregistrée comme « décès dans des circonstances non élucidées ». Cependant, malgré les résultats de l'examen, blessures incompatibles avec la vie, traces de brûlures sur le corps, signes de dissimulation de preuves, aucune enquête pénale n'a été ouverte. Le parquet n'a fait aucun commentaire. La famille n'a pas été officiellement informée et a appris ce qui s'était passé par des journalistes qui l'ont contacté par l'intermédiaire d'une organisation publique qui aide les migrants. De janvier à avril 2020, Rosaline a vécu dans un centre de détention temporaire pour travailleurs arrivant avec un visa de travailleur domestique. Il était situé à Sharjah. Elle y partageait une chambre avec 3 autres femmes. L'une d'elles, Jenny Lynn S., a témoigné plus tard que Rosaline s'était plainte d'appels téléphoniques inquiétants provenant d'inconnus qui lui demandaient de bien se comporter et de ne pas poser de questions. Au bout de 8 jours, elle a été convoquée dans un bureau administratif où elle a signé des papiers avant d'être escortée dehors par 2 hommes. Jenny Lynn ne l'a jamais revue. D'après les autorités philippines, l'agence qui avait organisé son emploi a cessé ses activités au cours de l'été de cette année-là.
Tous les contrats ont été annulés et les documents fondateurs détruits. Les enquêteurs qui ont contacté d'anciens employés de l'entreprise ont confirmé que de nombreux documents avaient été rédigés en violation de la loi. Les femmes étaient envoyées travailler avant que toutes les étapes de l'enregistrement aient été effectuées, parfois sans connaître l'adresse ni le nom de leur employeur. Lorsque le corps de Rosaline a été retrouvé, les autorités n'ont pas réagi. Il n'y a eu ni arrestation ni enquête. Son nom n'a été mentionné dans aucune déclaration officielle. Même lorsque sa dépouille a été identifiée, elle a été décrite comme une citoyenne des Philippines, identifiée, dont la famille a été informée. Seuls des militants indépendants des droits humains ont rendu ces détails publics. Ils ont également souligné que ce n'était pas le premier cas de ce type. En 2 ans, au moins 3 femmes ont disparu dans la région, toutes âgées de moins de 25 ans, toutes originaires d'Asie du Sud-Est, toutes travaillant dans des maisons privées, toutes passant par le même centre d'adaptation. La famille de Rosaline, n'ayant reçu aucune indemnisation, aucune excuse officielle, ni aucune confirmation du meurtre, s'est tournée vers des organisations internationales de défense des droits humains. L'un des coordinateurs a déclaré « Les autorités refusent de reconnaître que la mort est le résultat d'actes de violence. Elle classe cette affaire comme une disparition qui a mal tourné, sans implication de tiers. Parallèlement, selon les résultats de l'examen, la mort a été causée par un traumatisme crânien résultant d'un coup porté avec un objet contondant avant que le corps ne soit brûlé. Des traces de contention ont été trouvées sur les os du bassin et les omoplates. Les côtes étaient cassées à plusieurs endroits. La thèse de l'accident a été écartée. Aucun effet personnel, téléphone ou document n'a été trouvé près du corps. Cependant, les experts ont trouvé des traces de détergent bleu, typiques des produits utilisés dans les services domestiques aux Émirats, sur un morceau de tissu trouvé dans le même sac. Cela indique que le tissu appartenait à l'uniforme d'une employée de maison. 3 semaines après la découverte du corps, l'un des agents de sécurité qui avait précédemment travaillé dans le quartier d'Emirates Hills a déclaré à un détective privé qu'en mars 2020, un minibus sans plaque d'immatriculation était arrivé de nuit à l'une des maisons. Une fille, qui pourrait être Rosaline, en est sortie. D'après le garde, elle n'a pas résisté, mais a marché tranquillement. Elle était en tenue de maison et pieds nus. Elle a été emmenée par l'entrée arrière. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas ce soir-là. Une semaine plus tard, personne ne l'a revue. Quand on a demandé ce qui lui était arrivé, le chef d'équipe a répondu « Elle est partie ». Les registres d'entrée et de sortie ont été détruits 2 mois plus tard, comme l'exige la réglementation. À ce stade, l'enquête n'avait aucun suspect, aucun mandat et aucun accès aux archives des caméras de surveillance. La maison où Rosaline aurait séjourné appartenait à une entité juridique, enregistrée à l'étranger. L'accès au propriétaire a été refusé. Le représentant légal a refusé de commenter, invoquant l'immunité diplomatique de l'un des résidents. L'enquête s'est poursuivie grâce aux efforts de journalistes et d'experts indépendants. Ils ont commencé à reconstituer les déplacements des filles impliquées dans la même logistique. Il s'est avéré que Rosaline n'était ni la première ni la dernière. Après l'identification officielle du corps de Rosaline, des enquêteurs privés se sont intéressés à des disparitions similaires survenues la même année. D'après leurs infos, au moins 3 femmes originaires d'Indonésie et des Philippines avaient été officiellement embauchées par des agences avec des parcours et des conditions similaires, notamment un hébergement temporaire dans des centres d'adaptation fermés, pas d'accès au téléphone et des contacts peu fiables avec leur employeur. 2 d'entre elles ont cessé de donner signe de vie au printemps 2020. Leurs proches ont envoyé des demandes, mais ont reçu les mêmes réponses. Partie de son plein gré, pas de contact, a peut-être quitté le pays, agence liquidée. Dans tous les cas, il n'y a eu aucune enquête officielle,
aucune inscription dans la base de données des personnes disparues et aucune visite de la police chez l'employeur. Les détails étaient similaires. La même structure de contact apparaissait dans tous les cas. Un intermédiaire enregistré au nom d'un citoyen d'un des pays d'Asie du Sud-Est, connu pour d'autres cas d'exploitation par le travail. Son nom, George M., était mentionné dans les contrats en tant que curateur. Après la fermeture de l'agence centrale, il en a enregistré 2 autres dans le même bâtiment à Manille, en changeant seulement le nom. Toutes les entités juridiques ont été rapidement liquidées, généralement dans les 9 à 12 mois suivant leur ouverture. Il n'y avait pas de registre comptable. L'aide à l'obtention des visas était fournie par des agences partenaires aux Émirats arabes unis. Dans l'un des contrats obtenus à partir d'archives électroniques qui ont survécu, l'adresse de l'employeur correspondait à celle de la maison où, selon les agents de sécurité, Rosaline aurait séjourné en mars 2020. Des enquêteurs privés ont retracé le parcours des transports. Selon leur évaluation, il existait un schéma régulier consistant à acheminer des jeunes femmes du centre d'adaptation de Sharjah vers plusieurs immeubles résidentiels privés. Les mêmes sociétés de transport étaient impliquées dans ces transports. Les véhicules étaient des minibus banalisés. L'un des chauffeurs a accepté de parler des itinéraires. Selon lui, les filles n'avaient ni papier, ni téléphone, ni effet personnel. Elles s'asseyaient à l'arrière du véhicule et restaient silencieuses. À leur arrivée, elles étaient remises à un escorteur, parfois au service de sécurité de l'établissement. Il ne savait pas ce qui se passait ensuite. Dans certains cas, il attendait dans la rue pendant 1h30, puis repartait avec un véhicule vide. La piste menait à 2 adresses enregistrées au nom de sociétés fictives qui existaient depuis moins d'1 an. L'une d'elles était la même maison à Emirates Hills où travaillait Rosaline. La seconde était un cottage dans le quartier d'Al-Barsha, appartenant à une société mentionnée dans le contrat d'une autre Philippine disparue. Selon les informations recueillies par des militants des droits humains, les 2 femmes ont disparu 2 à 3 semaines après leur arrivée. Aucune d'elles n'avait ouvert de compte bancaire dans une banque locale. Leur salaire n'était pas officiellement versé. Selon leurs proches, le contact avec elles a été perdu immédiatement après leur arrivée. À l'automne 2022, des informations avaient été recueillies sur au moins 8 cas de ce type. Toutes les victimes étaient des femmes âgées de 18 à 24 ans, arrivées aux Émirats arabes unis entre fin 2019 et printemps 2020. Toutes avaient emprunté le même itinéraire, eu le même type de contact avec l'agence et essuyé le même refus de la police de se saisir de leur cas. La plupart ont disparu après s'être installées dans des maisons privées. Une femme a été renvoyée chez elle avec un diagnostic de lésion médulaire, incapable de bouger. Selon elle, elle ne pouvait pas parler de la cause de sa blessure. Ses proches ont dit qu'elle ne se souvenait pas de la semaine précédant son départ. En janvier 2023, de nouvelles infos ont été révélées. Une femme qui s'est présentée comme une ancienne employée d'une maison liée à l'une des adresses exactes a affirmé que les filles étaient détenues dans le sous-sol. Elle a dit qu'une nuit, elle avait entendu des cris, mais qu'on lui avait répondu « c'est la télévision ». Elle a affirmé qu'une des filles parlait avec un accent des îles et avait du mal à marcher. Une semaine plus tard, elle avait disparu. Quand on a demandé où elle était, la réponse a été brève. Elle a été transférée. Après cette publication, des journalistes ont contacté un technicien qui avait déjà entretenu des systèmes de sécurité interne dans le même quartier. Il a dit que de nombreuses maisons à Emirates Hills avaient des systèmes de vidéosurveillance autonomes, sans accès à distance, et que les données étaient stockées localement. Quand la police leur a demandé, ils ont souvent répondu que les archives avaient été supprimées en raison de la prescription. Il était donc impossible d'obtenir des images vidéo si plus de 3 mois s'étaient écoulés. En pratique, ça voulait dire qu'aucune des disparitions n'avait été filmée, malgré la présence de caméras. Plus tard,
Une organisation privée enquêtant sur le réseau a présenté un schéma électronique des mouvements du personnel entre les agences et les adresses où travaillaient les personnes disparues. Au centre de ce schéma se trouvait le même intermédiaire, Jorge M. Il avait enregistré les téléphones qui reliaient tous les points de l'itinéraire. Selon l'un des dossiers, il se rendait personnellement en voiture à la rencontre des nouveaux arrivants le jour de leur arrivée. Les archives de l'opérateur mobile ont enregistré au moins 14 itinéraires de ce type entre janvier et avril 2020. On ne savait toujours pas où il était. D'après les bases de données des services de contrôle aux frontières, il avait quitté le pays en juillet 2020, avec des documents délivrés dans une autre juridiction. Depuis, aucune trace officielle de lui n'a été trouvée. Pas de mandat d'arrêt, pas de mandat d'arrêt international. La raison ? Aucune affaire officielle n'avait été ouverte. Aucun des incidents n'avait été qualifié de crime. Seule la mort de Rosaline avait été enregistrée comme non naturelle. Mais même dans ce cas, aucune enquête approfondie n'avait été menée. En mars 2023, l'un des groupes d'experts indépendants a remis un rapport aux observateurs internationaux sur le caractère systématique des disparitions. Il a identifié des schémas récurrents: nom, itinéraire, structure et transferts financiers. Il a également souligné le taux de mortalité anormalement élevé chez les jeunes femmes travaillant dans des maisons privées à accès restreint. Dans certains cas, les familles ont récupéré les corps sans aucune explication. Dans un cas, le corps n'a pas été rendu du tout. Il n'y avait qu'un certificat de décès signé dans une clinique privée sans diagnostic. Ces infos ont été ignorées au niveau de l'État. Aucune enquête publique n'a été ouverte. Aucune accusation n'a été portée. Toutes les agences impliquées ont officiellement cessé d'exister. Il est impossible de prouver leurs liens. Les documents ont été détruits, les propriétaires sont partis et les adresses n'existent plus. Il ne reste qu'un fragment de corps dans le sable, quelques photos, les témoignages des survivants et une structure qui a depuis changé d'apparence. Au printemps 2023, des journalistes travaillant sur l'affaire ont réussi à accéder à la correspondance interne entre une agence intermédiaire à Manille et la structure qui opérait auparavant dans les Émirats. L'une des lettres, datée de décembre 2019, discutait des conditions de placement du personnel et mentionnait qu'un nouveau lot est prêt à être expédié. Un placement accéléré est nécessaire avant la fin du mois de janvier. Le terme « lot » désignait les travailleuses qui avaient passé la phase d'adaptation. Au moins 8 femmes étaient impliquées dans l'affaire. La liste comprenait le nom de Rosaline B. Lao. Ce document s'est avéré crucial. Il a été transmis au groupe de travail international sur la traite des êtres humains, tout en préservant l'anonymat de la source. Cependant, il n'a pas reçu de statut juridique. Le document n'était pas officiellement certifié et n'avait aucune valeur légale. Il confirmait néanmoins le schéma logistique: recrutement, adaptation, distribution, absence de supervision. La tâche suivante consistait à vérifier l'emplacement physique des femmes dans des maisons spécifiques. Cela s'est avéré impossible. Aucun des systèmes d'accès aux résidences ne conservait de registre centralisé. Tous les mouvements étaient consignés dans des registres de sécurité papier, conservés pendant 3 mois maximum. Certains étaient falsifiés. La même signature apparaissait pour plusieurs femmes différentes. Un ancien agent de sécurité, qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat, a raconté comment, en mars 2020, pendant le confinement, son équipe avait accompagné l'arrivée d'un moyen de transport à l'un des établissements. Il a ensuite identifié sur une photo la femme qui avait été sortie de la voiture. C'était Rosaline. D'après lui, la jeune fille n'a pas résisté, mais elle était en mauvais état, avec une tache sombre sur la joue. Il a noté qu'après son arrivée, la maison a été placée sous régime interne. Pas de personnel extérieur, pas de nettoyage, pas de livraisons extérieures. Cela arrivait rarement et s'accompagnait toujours de mesures de sécurité renforcées.
Il a ajouté que quelques jours plus tôt, un ancien employé avait été licencié. Les raisons n'ont pas été évoquées. En même temps, les flux financiers liés au transport du personnel ont été suivis à travers la chaîne comptable. Un des analystes a montré qu'en février 2020, plusieurs petits virements ont été effectués depuis le même compte d'entreprise vers des particuliers, pour un montant compris entre 1000 et 1500 dirhams, marqué comme bonus. L'un de ces virements a été effectué au nom de la mère de Rosaline. Elle ne connaissait pas l'expéditeur et était certaine qu'il s'agissait d'un virement de sa fille. Cependant, à cette époque, Rosaline n'était plus en contact avec elle. Cela suggérait que l'argent avait été transféré pour donner l'impression que Rosaline était en vie et active. Des transactions similaires ont également été enregistrées dans les cas d'autres femmes disparues. Tout indiquait une tentative de retarder le dépôt de déclarations officielles de disparition. En mai de la même année, une des organisations qui aidait les femmes disparues a reçu la déclaration d'une femme qui s'était échappée d'une maison similaire dans un émirat voisin. Elle a dit qu'il y avait d'autres filles dans la pièce où elle était détenue. Elle se souvenait en particulier d'une fille calme, avec un accent du Sud et qui avait mal au cou. Cette description correspondait aux plaintes de Rosaline au sujet de douleurs au cou en janvier. La femme a dit qu'une nuit, 2 hommes avaient emmené la fille. Elle n'était pas revenue le matin. Après ça, la pièce avait été nettoyée et le linge brûlé. Quand on leur avait demandé où elle était, ils avaient répondu « renvoyée ». Mais personne ne l'avait vue partir. La femme a aussi dit qu'il y avait un sous-sol dans la maison, avec une porte qui était toujours fermée. Tous les quelques jours, des hommes portant des masques médicaux y entraient. Parfois, ils en ressortaient avec des sacs. Personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Les filles avaient peur de demander. Celles qui essayaient étaient isolées. Elles étaient enfermées dans une pièce séparée sans lumière pendant une journée. Une des détenues a commencé à avoir des crises de panique. Elle a été emmenée pendant la nuit. Après ça, personne ne l'a revue. Le témoin a ensuite fourni une liste de noms qu'elle avait entendus pendant son séjour. L'un d'eux était Rose. Cela correspondait au nom que les collègues de Rosaline lui donnaient. La femme a quitté la maison après 4 mois. Elle a été aidée à s'échapper par un chauffeur qu'elle avait contacté. Quelques semaines plus tard, elle a rejoint une organisation non gouvernementale. Selon elle, elle a eu peur de parler jusqu'à ce qu'elle se trouve dans un autre pays. En parallèle de ces déclarations, un expert en analyse de réseaux numériques a montré qu'entre début 2019 et printemps 2020, au moins 5 entités juridiques enregistrées au nom de citoyens du même pays opéraient dans la région, toutes utilisant des téléphones, des adresses IP et des systèmes bancaires similaires. Toutes ces organisations étaient impliquées dans le recrutement, la logistique ou l'aide à l'obtention de visas. Dans tous les cas, le destinataire final était la même personne, Jorge M., qui était alors introuvable. Ses données avaient été supprimées de toutes les bases de données commerciales. Ses numéros de téléphone étaient inactifs. Son passeport avait été révoqué. Selon les infos reçues des services d'immigration d'un des pays asiatiques, il a quitté la région du Golfe à l'été 2020 avec un passeport délivré sous un autre nom. Il n'est pas enregistré dans le pays de destination. Il n'y a pas de traces bancaires. Il n'y a pas d'enregistrement d'hôtel. Les gardes frontières ont confirmé qu'il avait traversé la frontière, mais n'ont pas indiqué la direction. Depuis lors, c'est le silence total. Les autorités officielles n'ont pris aucune mesure. L'argument invoqué est l'insuffisance des preuves. Aucun corps n'a été retrouvé dans les autres affaires. Impossibilité de confirmer les liens entre les agences. Existence de contrats volontaires. Une organisation internationale a répondu « Il n'y a aucun signe d'un plan organisé, aucun objectif d'exploitation établi et aucune preuve directe pour chaque épisode. » L'enquête est donc passée à un stade informel.
Des défenseurs des droits humains ont recueilli des témoignages, des journalistes ont tenté de relier les événements et des experts privés ont analysé les données. Les rapports décrivent un système fermé où la disparition d'une femme n'a laissé aucune trace. L'agence a été liquidée, les images ont été supprimées, les gardes de sécurité ont gardé le silence. L'employeur était injoignable et la police n'a pas répondu. Il ne restait qu'une trace dans le sable, un nom dans un téléphone, une voix sur un enregistrement et un fragment de contrat sans valeur juridique. À l'été 2023, un des analystes privés travaillant avec un groupe international de lutte contre la traite des êtres humains a eu accès à une copie de sauvegarde de la correspondance supprimée entre deux employés d'une agence intermédiaire qui opérait à Manille avant la pandémie. Les messages faisaient état du retrait réussi de 4 unités et de la nécessité de nettoyer les bases de données. L'une des lettres indiquait l'itinéraire, centre, transport, réception, contrôle. L'adresse de la destination finale correspondait à l'emplacement de la maison d'où, selon les agents de sécurité, Rosaline avait été emmenée quelques jours avant sa disparition. Cette lettre a été transmise à des journalistes. Ceux-ci en ont envoyé une copie aux missions diplomatiques et aux autorités locales. Aucune réponse n'a été reçue. Un analyste qui a demandé à rester anonyme a confirmé que ces itinéraires pouvaient faire partie d'un système bien établi dans lequel des femmes étaient recrutées comme ouvrières, mais étaient en fait transférées dans des conditions d'isolement total, avec perte de leurs droits et de tout contact avec le monde extérieur. En septembre de la même année, une avancée inattendue a eu lieu. Une inspection non officielle a été menée dans un émirat voisin à la suite d'une plainte d'un résident concernant des odeurs et des cris provenant du sous-sol. Il s'agissait d'un immeuble résidentiel enregistré au nom d'une entreprise de construction précédemment liée à l'agence aujourd'hui fermée. L'inspection a révélé une pièce isolée au sous-sol, accessible par une porte métallique et des serrures internes. À l'intérieur se trouvaient 2 lits métalliques, 2 seaux en plastique, des traces de moyens de contention sur le sol et les murs et un système de ventilation sans sortie vers l'extérieur. Tout l'équipement était sans marque. Il y avait une odeur technique résiduelle. Il n'y avait personne à l'intérieur. Le propriétaire de la maison était absent et le locataire était une personne morale dissoute 2 mois avant les faits. L'affaire a été enregistrée comme conversion inacceptable de locaux résidentiels. Les autorités ont fermé les lieux et n'ont communiqué aucune information aux médias. Aucun des documents n'a été rendu public. Les journalistes qui ont pu accéder aux photos et aux vidéos prises sur place ont confirmé que la pièce correspondait aux descriptions données précédemment par des femmes qui s'étaient échappées de telles maisons. Dans un coin du sous-sol, ils ont trouvé une carte en plastique avec des bouts d'une phrase en anglais « Laundry ID numéro 17 ». Des badges similaires étaient utilisés au centre de Sharjah, où les travailleurs étaient placés avant d'être affectés. D'après la base de données, le numéro 17 en mars 2020 avait été attribué à Rosaline Lao. C'était la première preuve indirecte confirmant qu'elle avait vécu dans ces conditions avant sa disparition. 1 mois plus tard, un des militants des droits humains travaillant sur l'affaire a reçu une clé USB. Elle est arrivée par courrier ordinaire, sans adresse de retour, dans une enveloppe brune épaisse. Il n'y avait qu'un seul fichier sur la clé, un enregistrement vidéo. La caméra était en noir et blanc, avec une faible résolution, et était placée dans le coin d'une pièce ressemblant à un sous-sol. L'enregistrement montrait une femme aux cheveux longs, assise par terre contre un mur. Seule une partie de son visage était visible. 40 secondes plus tard, un homme est apparu dans le cadre. Son visage était impossible à distinguer. Il s'est approché d'elle, lui a dit quelque chose, et la femme s'est éloignée. Puis, il y a eu un mouvement brusque et un bruit sourd. L'enregistrement s'est arrêté. Date de tournage, mars 2020. La date coïncide avec la semaine de la disparition de Rosaline. La vidéo a été remise à la police.
Aucun commentaire n'a suivi. Aucune chaîne de télévision de la région n'a diffusé les images. Officiellement, la vidéo n'est pas considérée comme une preuve, car l'identité des personnes, le lieu du tournage et la source sont inconnus. Selon des journalistes indépendants, le fichier a été téléchargé depuis un point d'accès dans l'un des hôtels de Jakarta. Une caméra de surveillance à la réception a filmé un homme déposant une enveloppe dans une boîte aux lettres. Son identité n'a pas été établie. Selon une source, il pourrait s'agir d'un des chauffeurs qui avait déjà travaillé dans le secteur des transports. Il a disparu une semaine plus tard. Il n'a pas été possible de le contacter. Des organisations internationales de défense des droits humains ont publié un rapport consolidé sur cette affaire. Il recense au moins 13 femmes dont la disparition suit le même schéma. Recrutement par des agences fermées, impossibilité de contacter leurs proches, fausses explications de leurs employeurs, disparition sans laisser de traces et refus de la police d'enregistrer les cas. Rosaline Lao a été le premier cas où des preuves matérielles ont été obtenues. Un corps, des images vidéo, une carte d'identité et des témoignages. Dans tous les autres cas, il n'y a que des preuves indirectes. L'enquête n'a pas été officiellement close. Les autorités n'ont retenu aucune charge contre eux. Aucun des suspects n'est en détention. La plupart des entreprises impliquées dans ce trafic ont été liquidées. Toutes les adresses légales sont invalides. Certaines des personnes mentionnées dans la correspondance ont quitté le pays. On ne sait pas où elles se trouvent. La famille de Rosaline vit toujours à Cebu. Elle n'a reçu aucune excuse officielle. Le ministère des Affaires étrangères a répondu à son appel en disant que la situation est sous contrôle consulaire. Aucune indemnisation n'a été versée. Selon sa mère, c'est par un post sur les réseaux sociaux qu'elle a appris la mort de sa fille. Les experts affirment que le système mis en place par les agences n'était pas accidentel. Il s'agissait d'un système doté d'une gestion, d'une logistique, d'une couverture et d'une demande constante. Le faible contrôle des filières de main-d'œuvre, l'absence de véritable surveillance, l'immunité diplomatique et l'exécution formelle des procédures de visa ont permis à ce réseau fermé de fonctionner pendant de nombreuses années. Il ne présentait aucun signe extérieur de violence. Tout s'est passé sous le couvert de la migration légale. Une des femmes interrogées dans le rapport final a déclaré « Je ne savais pas que je partais non pas pour travailler, mais pour disparaître. L'histoire de Rosaline s'est terminée dans un trou dans le désert. Mais de tout ce trafic, c'est le seul endroit où il reste quelque chose. Tout le reste a été effacé, comme si elle n'avait jamais existé. Officiellement, l'affaire est ouverte, mais elle ne fait pas l'objet d'une enquête. Officiellement, il n'y a pas de coupable, mais certaines personnes ont disparu. Et si la vidéo n'est pas un faux, si la carte est authentique, si la voix est reconnaissable, alors le réseau existe toujours. On ne l'appelle plus agence, c'est désormais simplement un contact anonyme, un bus sans numéro, une porte sans poignée et une disparition sans témoin.